Moi, j'ai trouvé magnifique. Je me serais cru à l'opéra. Superbe. Le plus beau spectacle possible. Excellent spectacle. Je viens de New York, on n'a pas de choses comme ça là-bas. Amour et joie. La fête des Vignerons a été l'an dernier l'un des spectacles marquants de cette fin de siècle en Suisse. Son incontestable succès est notamment dû à cet homme de théâtre, François Rochet, qui a su moderniser la tradition, enthousiasmer les participants, passionner les spectateurs et retrouver le sens de la fête populaire. Mais qui est ce metteur en scène dont bien des romans ignoraient le nom jusqu'à l'été dernier? Qui est ce passeur de théâtre qui, depuis près de 20 ans, poursuit une carrière internationale? Pour le savoir, il faut traverser l'Atlantique et se rendre près de Boston, à Harvard, sur ce campus universitaire où il dirige l'un des instituts de formation pour comédiens, dramaturges et metteurs en scène les plus réputés des États-Unis. Depuis des années, François Rochet se partage ainsi entre les États-Unis et l'Europe, entre des tâches de formation et des mises en scène qui l'ont conduit aussi bien à Boston qu'à Moscou, Oslo, Genève, Seattle et bien d'autres villes, faisant de lui l'un des metteurs en scène suisses les plus connus à l'étranger et les plus sollicités. Fondé il y a une dizaine d'années, accueillant des étudiants qui ont déjà une pratique professionnelle, l'institut qu'il dirige est doublé d'un théâtre considéré aujourd'hui comme l'un des lieux de création les plus intéressants des États-Unis et dont le directeur Robert Brustein est l'une des personnalités les plus marquantes du théâtre contemporain américain. François est l'un des êtres les plus agréables que je connaisse et jamais connu. Je l'aime. Il est chaleureux, intelligent, solide et toujours attentif aux autres. Il combine à la fois les meilleures qualités d'autorité et de souplesse. It's bursting with laurel, with olives and grapes. And deep in its heart, listen. Nightingales. Rustle of wings, they're breaking into song. Okay, good. Yes, Bonnie. And then you can find much more variations, but you see, and use all the silences. Well, he's a wonderful teacher. He's a born pedagogue. C'est un merveilleux professeur, un pédagogue né. Il sait transmettre aux étudiants, notamment sa passion pour les auteurs grecs et la littérature classique. Can I get him later? Can I try to get Whenever. him later? Okay. The students all swear by François. Tous les étudiants ne jurent que par lui, de ses qualités et de son amitié, ce qui est rare et très important. Les étudiants lui font confiance et savent que ses jugements sont justes et fondés sur une grande expérience. De ce fait, c'est un directeur idéal pour cet institut et pour les étudiants. The king who came before him. Please, could a messenger, one of your people go to him? Okay, good. Moi, j'enseigne plutôt des domaines qui sont moins enseignés aux États-Unis, le théâtre grec, la comédia, Brecht, mais aussi des recherches sur des nouveaux textes. J'en ai fait plusieurs expériences de ce type-là. Et en leur donnant ce que j'ai appris dans mes confrontations avec le théâtre grec, je continue à trouver de nouvelles choses grâce à eux. Donc il n'y a pas de retransmission d'une manière aussi simple que certaines branches où on apprend à faire comme ça, etc. There's a danger, you know, it's to go into rails and then to keep the same tonality during the whole scene. I think the start was absolutely possible. If you start it like this, I think it's an interesting start of the scene because you have all the three of you to tell us a story how this very
hostile person gets finally positive. As a teacher, François is wonderful. François est un enseignant merveilleux. He's so passionate about what he teaches. Il est si patient dans sa manière d'enseigner, très précis. Et il passe beaucoup de temps à travailler une scène, y revenant sans cesse. Il apprend aux étudiants à découvrir par eux-mêmes les situations et le sens des mots. No man has the power. Then if I might mention the next best thing. Oh, okay. Got it? Now. You know, it's an interesting problem, the question of impulsion, physically or the words. And sometimes something very interesting is if you do it together, they kill one another. A good way to do, at least to try it, is to make first one and then the other. For instance, if I can say, and then you go, or if I can say something, but if I can... Main quality would be his warmth. Sa principale qualité, c'est son côté chaleureux. C'est un enseignant de valeur et un grand homme de théâtre. Il a cette faculté de donner à chacun le sentiment d'être unique et respecté. Il fait ressortir ce qu'il y a de mieux dans chaque comédien. Il a de la patience et sait aider l'acteur à aller de là jusque là. Les raisins aujourd'hui, c'est hyper bon. Ce qui est important, c'est que cette école n'est pas une école en soi, c'est une école qui est liée à un théâtre important. Donc le premier enseignant de cet institut, c'est le théâtre même. Et les élèves côtoient leurs professeurs sur scène, comme partenaires, comme metteurs en scène, dans le foyer. Donc je crois que, un peu comme un jeune artiste de cirque qui doit vivre dans le cirque et sentir l'odeur au fond de la piste pour vraiment apprendre ce que c'est que le cirque, ici aussi on apprend le théâtre comme ça. One, two, three, four, five. 4, 5, 6. And it's coming up and out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, the 5. 5. And Charlie? 5. Oh, hello, Francois. Are always tenors in the traditional opera and soprano. À partir de l'exemple de l'Or du Rhin de Wagner, François Rochet donne également ici un cours à des étudiants qui ont déjà une certaine pratique de la mise en scène d'œuvres lyriques. He has 2 tenors for 50 minutes. What you can see when you look to the score, it begins with counterbasses, just the E. Then you have the bassoon, a bass instrument. And then you have, you see, one horn, a second horn, a third horn, a fourth horn, and horns who added. And these horns are playing a theme like this. You see, it's always playing with the same material, but now it has a kind of something melodical. And this is a theme we will find again. It's a theme of the Rhine Daughters. It's called also the theme of innocence. Now listen to the music, and I will just turn the pages in relation with the music so that you can just listen to what we're saying. You see, there are little moments in between where you have to deal with it when you direct it. What this music's, for instance, this probably a girl that runs away and another appears. And you see this one was introduced by this harp chord. This is the third seducer. So you see, this is a typical example. This has to be directed. Mm-hmm. And here you have just music. But
This is a kind of very, I think even when you're in for the first time, very explicit music. C'est ici, à My, près de Genève, dans cette maison familiale construite par son grand-père dans les années 20, que tout a commencé. Petit-fils d'un conseiller d'État radical, fils d'un ingénieur agronome, François Rochet passe sa petite enfance à Morges, où son père dirige l'école d'agriculture de Marcellin, avant de partir à Berne à l'âge de 6 ans, lorsque celui-ci est appelé à la direction de la Station fédérale d'essais agricoles. L'occasion de faire toute sa scolarité à Berne, d'apprendre le suisse allemand et de découvrir la culture germanique. Dans cette famille bourgeoise de tradition protestante, où la musique joue un rôle important, il reçoit une éducation libérale, ses parents l'encourageant à réaliser ses rêves. Tout en préparant sa maturité, il pratique plusieurs sports avec passion, va au concert et au théâtre et entreprend des études musicales. Cette adolescence est entrecoupée de séjours réguliers dans la maison familiale de My, marquée encore par le souvenir du grand-père. C'est une forêt qui se trouve derrière le village de My, et ça s'appelle les Bois de Vétais, qui est une ferme, qui était la ferme de mon grand-père, qui se trouve à peu près à 2 kilomètres ici. Et donc, comme enfant, on allait et venait, et on se faisait peur la nuit, on voyait des sangliers, on voyait des chevreuils, on se construisait des baraques. Mon grand-père, qui était un fou de la forêt, qui l'a soigné, il avait gravé dans un écriteau qu'il avait cloué contre un arbre au milieu de la forêt. C'est une très très belle phrase, c'est « Ce que je récolte, je n'ai pas semé, ce que je sème, je ne récolterai pas ». Et il y avait quelqu'un qui avait trouvé cela absolument blasphémateur, il avait cassé et enlevé l'écriteau. Quand on lira Mu, il faut avoir des racines, il faut les comprendre, et c'est cela qui nous permet d'être vraiment ouverts et d'avoir l'équilibre nécessaire pour prendre tous les risques et puis pour vivre, je dirais, plus en fonction de l'avenir que du passé. Très souvent, ce qui arrive quand on ne connaît pas le passé, c'est qu'on croit qu'on invente le monde, puis ça a été déjà fait 10 fois et on ne le sait pas parce qu'on ne s'est pas intéressé à ce qui s'est passé avant nous. J'ai eu la chance de travailler avec le pianiste Albert Schneeberger de l'âge de 14 ans à 19 ans, que j'avais un contact privilégié avec lui. À l'époque de ma matu, pendant 6 mois, je travaillais 6-7 heures de piano par jour. Et c'était une sorte d'arrangement entre nous deux qui était plus ou moins formulé. Et puis j'arrivais à jouer des choses, mais je n'avais pas le talent que je voyais chez d'autres gens. Et puis, je crois que j'étais très conscient de ça et je n'ai plus touché de piano pendant 5 ans. C'est ici, à Saint-Gervais, au cœur de Genève, dans cette maison des jeunes, que commence en automne 1962 l'aventure d'homme de théâtre de François Rochet, qui depuis une année suivait des cours au théâtre de Carouge, tout en commençant des études de lettres. Bonjour, Pantalone. Heureusement qu'il y a le truc de patate, hein? Je te cherchais justement. C'est François Simon que j'avais rencontré pour lui demander conseil au sujet de l'activité théâtrale dans cette maison des jeunes, qui m'avait conseillé, François Rochet. Il m'avait dit qu'il avait dans son cours un jeune extrêmement motivé et qui serait probablement très intéressé par une telle activité. Il était enthousiaste à l'idée de bénéficier d'une salle de spectacle toute neuve et il m'a présenté un projet fort bien structuré et nous sommes partis ainsi en toute confiance l'un et l'autre. On se regroupe là, et on fait une démarche en pantalon, les mains sur les hanches. On s'est retrouvé à 20 ans avec une salle, un peu théâtre amateur, mais une salle quand même neuve. Et là, de nouveau, c'était une expérience tout à fait concrète. C'est-à-dire, on était toujours élèves, on commençait à jouer, et en plus, on se retrouvait concrètement en train d'organiser, de produire, de jouer dans la pièce de l'un ou de l'autre.
Philippe Manta au début, comme Georges Lavelli, comme Václav Hudeček. Et puis, au fond, nos expressions principales s'exprimaient toujours avec des représentations théâtrales, mais en rapport avec d'autres choses. Expositions, concerts, conférences. Exemple, Festival Brecht en 1964. Exemple, Festival culturel tchécoslovaque en 1967. Brecht, 1925. Derrière cet homme, les premières années d'après-guerre en Allemagne. La République des Conseils de Bavière a été écrasée. La révolution spartakiste noyée dans le sang. Brecht, au sujet de cette période de sa vie, note ceci. À cette époque, mes connaissances politiques étaient honteusement minces. Pourtant, j'avais conscience de l'existence de profonds désaccords dans la vie sociale des hommes. Je ne considérais nullement que j'avais pour tâche d'aplanir, de neutraliser dans la forme ces disharmonies, ces interférences réciproques auxquelles j'étais fort sensible. L'atelier, c'était d'abord un lieu dans le quartier de Saint-Géray extraordinaire. C'était un lieu où on le voyait, où l'on voyait le théâtre d'avant-garde de l'époque, un certain Václav Havel, et on voyait les premiers films de Tanner, Goreta, Souter. On voyait aussi dans les cabarets Outnani, la chanson romande émergente. C'était un lieu effervescent, extraordinaire. Il dit dans une interview qu'il y avait parfois des disputes extraordinaires entre vous au sein de l'équipe. Mais oui, oui. Ah, mais il y avait une passion. Donc là, j'ai retrouvé un article du journal de l'époque, c'était marqué « Les barbus nagent dans l'enthousiasme ». Ben oui, on n'avait aucune expérience concrète. On faisait notre apprentissage, chacun avec son caractère, et chacun voulait donner le maximum de lui-même. Donc c'est vrai que ça peut faire des étincelles. Et ça en faisait? Ah, ça en a fait. Ça en a fait, mais je veux dire, ça a aussi donné des spectacles magnifiques. Ça nous donnait aussi donné un départ, une clarté dans la vie. Tu traverses, c'est ça, tout le monde se retrouve ici. Et Dominique, quand tu dis « et pour finir », tu recules. Vraiment comme si la présentation, comme si c'était la fin de la présentation. Donc Claire a traversé, Patrick a traversé, vous reculez tous un petit peu, et toi aussi. On essaye de faire un travail de longue haleine, véritablement une réflexion commune, une réflexion collective, qui fait qu'on construit véritablement un théâtre qui s'inscrit vraiment dans la vie de notre cité. Et je pense que le théâtre est un phénomène tout à fait collectif, et un phénomène de contact. Je pense que la troupe est la formule la plus juste pour le faire le mieux possible. On a fait beaucoup de spectacles à l'extérieur, sur les places, dans un parc, dans une université occupée, dans des usines. Donc, et quand on sortait du théâtre, c'était pas pour, comment dirais-je, pour nier l'efficacité du théâtre à l'italienne. C'était pour y revenir avec de nouvelles énergies. Donc, je crois que ce mouvement est aussi, ce mouvement d'aller et venue, comme je le disais déjà, est une, comment dirais-je, une sorte de formation qui a été déterminante pour toute ma vie après. Pour toi, Gesang vom Lusitanischen Popanz, Peter Weiss. Ah, fantastique. Ça se passe en Angola, c'est une pièce sur l'occupation du Portugal en Angola, sur des vocations poétiques du destin des Angolais. Au point de vue formel, ça se rattache immédiatement au travail qu'on a fait l'année dernière sur Godot, sur les autres spectacles, avec intervention de la musique, de la danse, et puis au point de vue du thème. Alors c'est quelque chose de plus satisfaisant, je crois. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Peut-être qu'une forme de théâtre politique implique une certaine rigueur et un côté hermétique dans la construction. Alors ici, on constate le contraire. Aujourd'hui qu'il n'achète plus ses nègres, trombone, puisqu'ils lui sont fournis par le gouvernement. Et bien alors ensuite, il y a cet air, nous sommes contre la démocratie, nous sommes contre le syndicalisme.
sommes contre le libéralisme. Et au fond, au départ, les musiciens seraient coupés ici. Pour la fête du prochain, dans notre générosité sans rivage, Non, il est pas dans ce réconcilions Dans les provinces d'outre-mer, et un siècle en notre possession. Je ne pouvais pas concevoir un théâtre qui ne prenne pas position, qui ne participe pas aux luttes de tous les jours. Et au fond, j'ai vécu, notamment avec un spectacle qui s'appelle Le Chant du fantoche des Italiens, le point extrême, je dirais, du théâtre politique, où tout d'un coup, il faut faire un choix. C'est-à-dire que je me disais, j'étais pas le seul dans mon équipe, est-ce qu'il vaut mieux rejoindre la guérilla en Guinée-Bissau et se battre avec eux d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il faut se battre ici, avec un spectacle, dans une ville qui est importante, la Genève internationale, donc on se peut faire entendre sur ces problèmes-là, et j'ai fait ce choix-là. Les enfants de Lusitanie courent protéger les provinces d'outre-mer. Et là, ça a été une sorte de choc, parce que le Portugal politique a réagi aussi très violemment. Et je crois que notre ministre de la Culture de l'époque, Madame Girardin, avait été vraiment attaquée lors d'une réunion par le consul ou l'ambassadeur portugais. Et là, on a eu des tensions très très fortes qui d'ailleurs ne touchaient pas seulement le théâtre, mais touchaient aussi notre activité de cinéma avec certains films de Reusser ou d'Alain Tanner, des créations de Viala, parce que c'est vrai qu'on prenait position sur tout ce qui arrivait, et notamment par exemple sur ce célèbre petit livre de la défense civile où à la page 144 on accusait les artistes, les homosexuels, les prêtres, les intellectuels d'être les premiers dont il fallait se méfier en cas de guerre. Je me souviens d'une empoignade extraordinaire entre André Stégère, le metteur en scène, qui, invité par Rochet, expliquait aux jeunes spectateurs que nous étions ce qu'était le théâtre brechtien qui devait changer le monde, au nom d'idées marxistes affirmées hautement. Et alors, il y avait une empoignade d'une violence extraordinaire dans la salle. C'était une succession de conflits, en fait. À l'âge que nous avions à l'époque, c'était formidable. C'était comme une sorte de sport. C'est-à-dire que très souvent, j'étais convoqué à la ville où on me disait « Vous avez de nouveau parlé de Fidel Castro dans tel spectacle ». Et au fond, ce choix est resté jusqu'à aujourd'hui toujours un choix, c'est-à-dire un choix de combat. Au début des années 70, la jeunesse genevoise réclame la création d'un centre autonome et occupe la Maison des Jeunes de Saint-Gervais, alors que François Rochet commence à éprouver une certaine lassitude à diriger l'atelier. Après 7-8 ans ou 6-7 ans d'une vie où on travaille ensemble 18 heures sur 24, il y a une fatigue. On peut s'adorer, mais il y a un moment, on ne peut plus. Et je crois qu'il y a eu une fatigue aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans les rapports avec le pouvoir politique, on opposait notre travail à la fonction et à la vocation de Maison des Jeunes. Donc à un certain moment, s'est présentée la possibilité de fusionner avec Carouge. Alors l'idée a été de rassembler nos deux misères, celle de l'atelier, qui avait des difficultés à ce moment-là avec la Maison des Jeunes, et Madame Girardin a tout de suite été d'accord, parce que c'était évidemment une façon économique de résoudre le problème. En nous mettant les deux ensemble, nous espérions avoir, non pas assez, parce que nous n'avions pas du tout assez, mais un petit peu plus pour faire marcher ce nouveau théâtre. Alors c'était les spectacles de Carouge et les spectacles de l'atelier qui étaient différents. Les spectacles de Rochet continuaient l'esprit de l'atelier sur la nouvelle scène. Ça a été une sorte d'amplification et des objectifs qui sont un peu formulés à l'époque de l'atelier. C'est-à-dire un théâtre de recherche, d'un côté, des nouveaux auteurs, et un théâtre politique, c'est-à-dire qui traite de problèmes qui concernent la cité, des problèmes de tous les jours, des problèmes européens, mondiaux, etc. Et donc un théâtre qui crée de la conscience, qui pose des questions et qui transforme la manière des choses, et qui aussi prennent position pour ceux qui sont les moins favorisés dans la société.
L'oiseau niche sur le grand hêtre, entends amour son chant léger, entends amour son chant léger. Êtes-vous devenu fou? Le chant m'a enivré de félicité, mais cette petite frénésie ne doit pas vous effaroucher, bourgeois. Vous gâchez toute bonne impression, rentrez chez vous. Vous n'êtes qu'une vieille chouette. Mes intentions profondes vous échapperont toujours. Je voulais seulement retrouver le moment de bonheur de tout à l'heure. Je croirais plutôt que vous risquez de le perdre. En pleine nuit, et la fenêtre d'à côté ma sœur dort. Allez, allez, du large. Ça signifie qu'ici au Brésil, quand ils sont intégrés, c'est dans le prolétariat urbain qui est surpeuplé, sous-employé, livré au désespoir, ou dans le paysanat qui est lui-même réduit à la famine dans presque toutes les régions du pays. Naqué il y a 75 ans à Augsbourg dans le sud de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, il vécut de sombres journées. Dans Munich, c'est l'écrasement des spartakistes, la République de Weimar noyée dans le sang. On aura chaud le soir, c'est déjà beaucoup par les temps qui courent. Tu as été attaquée en revenant. Elle a été attaquée en revenant. J'aurais jamais dû te laisser aller. Jette tout ça par terre. Je parie que c'est le soldat qui s'est saoulé chez moi. En Ferriava, la blessure est juste une plaie. C'est un des plus beaux fleurons de ma carrière. Vraiment. Parce que j'ai eu la chance d'avoir François Rochet comme metteur en scène qui est tellement enrichissant. Il est tellement enrichissant quand il met en scène des acteurs que on n'arrête pas de respirer et de boire des choses qui nous fait sentir. Parce qu'en fait, comment dirais-je, il a une écoute et un respect des acteurs très exceptionnel. Je dis, c'est pas du tout un autoritaire. Ouais, pas du tout. Il est toujours très calme. Il fait confiance aux acteurs. Mais forcément, les acteurs, comme tout acteur, à un moment donné, on se plante allègrement. Et au moment où il faut, il vous dit une petite phrase, comme ça, look, qui vous immédiatement redresse tout. La mauvaise route que vous alliez prendre, qui devient un chemin très droit et très facile. Et tout ça avec un calme. Ça, c'est aussi une chose fantastique chez François Rochet, c'est son calme et sa patience, justement due à cette écoute qu'il a de l'acteur, probablement, puis à son expérience. Enfin, François est un être, voilà, étoilé. Mais... De toute façon, je suis fan. Je suis fan Club François, voilà. Non, c'est ailleurs. Le jour et la nuit ne marchent plus. Tout se résonne à l'envers. C'est moi qui devrais leur poser des questions. Et c'est eux qui me questionnent sans fin. Babro Haïdou, c'était votre copain en Écosse. Hein? Vous l'avez pris comme vice-ministre aux Affaires étrangères. Vous l'avez dépassé comme agent de l'Occident et sioniste. Le rendez-vous, peut-être a-t-il été manqué avec le public parce que précisément tenir un discours, je dirais, subversif, sincère, honnête, ce qui était le cas de Rochet, ne suffit pas pour communiquer une passion, un engagement au public. Ils sont tous en prison maintenant. Ils ont tous avoué. Tous. Et peut-être le travail sur le public a-t-il été négligé comme si la véracité, la véhémence d'une parole eût dû suffire à elle-même pour remplir les salles. Et je crois que là, la désillusion est venue du fait que ce travail sur le public, avec le public, peut-être n'a pas été suffisamment présent.
Ils utilisaient ce grand plateau d'une façon très froide, très distanciée. Je me souviens de cette immense série de Shakespeare où il y avait comme décor un seul grand escalier sur lequel montait et descendait Jean Bruno. Et là, il faut reconnaître qu'il y a eu un moment donné où le public n'a pas suivi. Ce sont des choses qui arrivent dans une carrière. Hein. Je crois que la force de Rochet, c'est d'avoir toujours eu une méthode. Il a eu une méthode de mise en scène, il a eu une approche globale avec une théorie du théâtre, une théorie et une pratique conjointe. Et je crois que c'est sa force, c'est qu'il a toujours garder la même ligne et qu'elle l'a conduit dans des moments où il y a eu peut-être des échecs ou des choses qui ont moins bien marché et puis à d'immenses succès, mais toujours avec la même façon d'aborder le théâtre, la même façon de travailler avec les acteurs, extrêmement précise, tout en leur donnant une certaine liberté, mais toujours en sachant les amener exactement où il veut, un sens de la partition et une éthique très forte qui, je crois, est quelque chose qui fait qu'il a duré et qu'il dure encore. De la mélancolie des égouts de Mouditch. Ah, tu as les plus désagréables comparaisons. Tu es en vérité le plus injurieux, le plus encanaillé et le plus charmant des jeunes princes. Je t'en prie, Al. N'importune plus de futilité. Oh, par Dieu, je voudrais que toi et moi nous sachions où faire provision de renommée. Un vieux lord du conseil, l'autre jour, m'a fait la leçon dans la rue. À votre propos, monsieur. Mais je n'y ai pas fait attention. Et pourtant, il parlait bien sagement. Mais je n'y ai pas pris garde. Bien qu'il parle sagement et qu'il plus est dans la rue. Tu as bien fait, car la sagesse crie dans les rues. Mener un théâtre comme Rochet l'a mené dans des conditions financières qui étaient celles-là, avec des autorités de tutelle qui ne lui avaient jamais pardonné la véhémence et la subversion des premières années de l'atelier. Disons-le, la conseillère administrative de l'époque, Madame Girardin, je crois, avait gardé à François Rochet, je dirais, beaucoup de rancune de ces années subversives de l'atelier. Donc cet ensemble de circonstances a rendu l'exercice de la direction de Rochet à Carouge très difficile. J'ai eu finalement l'impression que je ne pouvais pas aller plus loin, je ne pouvais pas faire plus par mes limites et par les limites de la situation du théâtre chez nous. Et ce moment-là, c'était un moment très précis. On avait monté, je crois, un spectacle très très fort. C'était Carguet et Langhoff qui avaient monté Prométhée enchaîné. Et on a été invités au Théâtre des Nations à Hambourg. Et c'était comme hôte d'honneur avec la Royal Shakespeare. Enfin, c'était vraiment une invitation prestigieuse, comme je crois même le Schauspielhaus n'en a jamais eu. Belle rapide des vents, source, fleuve. J'étais dans une situation financière critique. Il me fallait 50 000 francs de la ville de Genève pour remonter le spectacle et pour que Pro Helvetia donne sa part importante et pour que tous les autres partenaires jouent. Et c'est vrai que cette subvention m'a été refusée pour des raisons politiques, mais au plus bas niveau, gauche-droite, droite-gauche. Orbe du soleil, œil total, voyez cette atrocité. Regardez-moi, le Dieu humilié par les dieux, condamné pour des millénaires à survivre dans ses chaînes. Le nouveau maître des dieux les a conçus pour moi. Et quand j'étais à mon bureau et que j'avais sous mes yeux le contrat de Hambourg, le contrat du BITEF, Festival du BITEF en Yougoslavie, le contrat du Festival de Hollande, le contrat du Festival de Munich, et que j'ai téléphoné à tous ces gens en disant que je ne signais pas et qu'on annulait, je me suis dit, c'est fini. Une ville qui, malgré les conflits et les problèmes, ne saisit pas cette chance de tout d'un coup d'être représentée par une de ces institutions à l'endroit le plus prestigieux, je me disais, qu'est-ce que je peux espérer de beaucoup plus? Donc, à partir de là, je me suis préparé, c'était 1 année et demie avant mon départ, à démissionner. Rétrospectivement, je trouve que j'ai une bonne intuition. C'était de me dire, maintenant, je m'arrête, je pourrais jouer à gauche et à droite, pour vivre, mais je m'arrête et je prends le temps de voir où j'en suis, etc. J'avais 39 ans, c'était, me semble-t-il, le dernier moment pour remettre un certain nombre de choses en question. Je vous sens. Mon amour. J'ai tout entendu.
Et alors? Parallèlement à son activité de directeur de Tiens, théâtre ma et de chaleur, metteur en réponds scène, par oui ou par non. François Rocher avait interprété plusieurs rôles à la TV romande. Si tu sens quelque chose, c'est moi, c'est déjà moi. Allez. Dis-nous, où il est l'argent d'Ernest? L'argent? Ça va pas la tête. Je me disais pas à ce moment-là, la Suisse est trop petite. Quand je dis la Suisse, pour un metteur en scène suisse romand, puisque c'était ça ma fonction principale, c'est vrai, au fond, ça se présentait entre Genève et Lausanne. Et pour vivre, il faut faire 4 à 5 mises en scène par année. C'est une question économique, mais je dirais aussi une question d'entraînement. C'est comme un sportif. Or, faire 4 ou 5 mises en scène pendant 3 ou 4 ans entre Genève et Lausanne, il y a quelque chose qui me semble impossible, et du point de vue du metteur en scène, et du point de vue du public. François Rocher reçoit alors un appel du directeur du Théâtre national de Bergen, en Norvège, qui lui propose de mettre en scène Victor ou Les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. Moi, je ne savais pas exactement où était Bergen. Ce que je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, c'est bizarre, c'est le surréalisme, j'ai jamais pensé à faire ça, mais j'ai jamais imaginé que je travaillerais en norvégien. Le type, très encourageant, m'a dit, écoutez, c'est 3 bonnes raisons de tenter l'expérience. J'ai lu la pièce avec Marais. On se disait, c'est tellement loin, si on se casse la figure, personne n'en saura rien. Et on a pris le risque de le faire, et je suis resté 10 ans en Norvège après. Je me rappelle toujours la première lecture. J'étais pourtant bien préparé. J'avais mon texte norvégien avec le texte français collé à côté. Enfin, je faisais du norvégien depuis la signature du contrat. C'est parti à toute vitesse. Je ne savais plus où on était, je ne comprenais rien. D'ailleurs, Jean-Claude Marais, qui était décorateur, m'a dit que j'étais devenu vert. Et dans ma tête, je reprenais l'avion le soir, c'était fini. C'était déjà raté. C'est-à-dire que Puis après une demi-heure de lecture, je commençais un peu à reconnaître les sons, à les placer. Et puis petit à petit, je m'y suis fait. Au cours des années suivantes, François Rocher va ainsi réaliser plusieurs mises en scène en Norvège, dont Voitsek de Georg Büchner au Théâtre national d'Oslo. Evig. Jeg evig. Det evig. Evig. Yeah, it was perfect yesterday. It was very good yesterday, because you came just before the Evi. And what you did was especially good yesterday, because you wanted to bring it, you get angry with it, and that felt good. But the beginning is good. You see, it's good for you, the beginning, because the rhythm is, we have always this tendency of going fast. Okay, just to the beginning of the shape. C'est curieux, je crois que le souci que j'avais de la langue et le respect que j'avais de la langue a été accueilli comme tout à fait bienfaisant, parce qu'ils étaient dans un théâtre un peu d'ambiance, où eux n'étaient pas assez précis sur la langue. Par exemple, à Oslo, quand j'ai monté Maison de poupée, j'ai repéré qu'il y avait chez Ibsen des mots qui étaient utilisés presque d'une manière obsessionnelle et qui, dans les traductions, étaient toujours, en général, coupés ou changés avec des synonymes. Et, par exemple, les comédiens ne faisaient pas attention à ça. Donc, d'une certaine manière, la difficulté que j'ai eue pour vraiment trouver ça est devenue presque une sorte de qualité et d'avantage. Well, personally, I take great comfort in working with him because he follows you. He follows you all the way, you know, till the end. He always is willing to solve your problems till the last day, till the last minute. He never leaves you alone. And he's taken very serious interest in you as an actor, as an individual actor. He's very interested in making you a better actor than you were before, you know, than you were the year before, the day before. And that, I think, is the best compliment you can give as an actor to a director, that he makes you a better actor. L'une des aventures théâtrales les plus marquantes de sa carrière demeure l'Orestie d'Eschyle, montée pour le 700e anniversaire de la Confédération, en collaboration avec les théâtres de Bergen et Moscou, et où pendant une année, des acteurs suisses, russes, norvégiens et américains travaillent ensemble, chacun dans sa langue.
Le sacrilège des viles libations versées. Écoute, maître, majesté, la blême douleur de mon cœur. Je crois que d'apprendre, en tout cas d'en apprendre assez pour jouer en norvégien pour les Suisses et en français pour les Norvégiens, c'était vraiment faire un grand pas, faire un gros effort en direction de l'autre. Purifier. Да, хорошо. Окей. И потом возьмем норвежский Норвежский, да. сразу. Хорошо. И это ты наизусть почти знаешь. Tilgirte løper i safrangulsteng, det samme strimen så man får se når blodet pumper frem det spidde trav, og Weber jukslik sulgarnet. Datteren ville han drepe vår kvinne, ført for å vinne en kvinne tilbake. Iphigenia ble løsen på flåten. Nødskriket, far! Excuse me, Randolph, just your last thing, ført for å bringe en kvinne tilbake, say it more to the audience and not to the others. So that it's really... On découvre que nos langues s'enrichissent avec les accents. Moi, je trouve qu'il y a des moments tout d'un coup musicaux dans ces chœurs, avec les accents russes, norvégiens, américains, français. Il y a des sons, il y a des intonations, moi, que je n'oserais pas indiquer à un comédien de langue française et qui se trouvent. Il y a donc aussi un enrichissement, je dirais, et du sens et de la musique de la langue. Que dire? Hvordan forteller jeg? Bientôt le forfait. For dette skal snart skje. Deux bras évidemment s'attendent. To armer strekkes ut begjærlig. Pour frapper. For å slå. Homme de théâtre itinérant, sollicité des deux côtés de l'Atlantique, François Rochet passe d'un projet à l'autre, d'une mise en scène à l'autre. Quand j'ai commencé cette vie de nomade, on pourrait aussi l'appeler vie de mercenaire, j'ai été dégagé de toute une partie du travail que j'avais ici qui prenait au fond une grande partie de mon énergie. Et j'ai eu l'impression que, au point de vue de mon travail de création et de mon travail de metteur en scène, j'étais plus efficace, mais de 40 ou 50%, parce que j'avais pas tout ce dialogue ou ce combat politico-économique qui accompagne une direction de théâtre. Et c'est vrai, tout d'un coup, j'ai découvert peut-être le métier de metteur en scène dans sa dimension profonde. Je prenais plus de temps à préparer. Je veux dire, chaque répétition, une bonne répétition, il faut 3-4 heures pour la préparer. Donc, quand on répète 6, 7, 8 heures par jour, je veux dire, ça fait des journées de 12-13 heures, et j'avais du temps pour faire ça. Il y a un mouvement qui était extraordinairement rapide. C'est le mouvement sur Igor et Viera, où le salon a passé beaucoup trop vite. Я понял. Мы не можем повлиять на этого ребенка. Я понял это сегодня вечером. Повлиять мы не можем. Le spectacle est retransmis en direct par la télévision. Décorateur d'une quarantaine de ses mises en scène, Jean-Claude Marais a été associé à l'aventure théâtrale de François Rochet. C'est vrai qu'au théâtre, c'est mon premier complice. Et Jean-Claude est un dramaturge aussi, c'est-à-dire qu'il dessine pas tout de suite. On a beaucoup d'échanges sur la pièce. Et je crois que cet interlocuteur, il est très important. Les décors qu'il fait, ce sont d'abord des espaces signifiants qui révèlent quelque chose de fondamental dans la structure de l'œuvre qu'on monte et que le texte ou le jeu ne révélera pas. Et puis ensuite, ces décors se présentent aussi, je dirais par métaphore, comme des instruments de musique sur lesquels ensuite il faut jouer. Et je trouve cela extraordinaire. Je veux dire, chaque décor, pour moi, est un cadeau comme metteur en scène. Et puis enfin, je crois que c'est un compagnonnage fondamental depuis 1966
qui fait que je crois que je ne serais pas ce que je serais si je n'avais pas fait tout ce chemin, cette réflexion comme homme de théâtre en sa compagnie. On est dans une lumière d'église comme ça, avec tous les chœurs qui sont à genoux et le prêtre. The masks are effective when we see them. You have, that is when you turn it, and this brings also back the meaning of the hallucination, the fantasy of Violetta. And you can still go a little slower. You see, that really bring the tension. Because you were out a little too early. You remember last time we decided to leave the stage a little later on the last one. And now, I don't know if John told you already, noisy. If you don't want to sing, you can just laugh or shout or... Provided that the noise you make is harsh and hard and not easy. It's not just ordinary fun, but really hard. I think also something that I think Francois was trying to make clear is when you're smiling, it's actually a grimace. Absolutely. Rather than anything of course. polite. It's not a normal kind of enjoyment. It's a parody. You will see with the costumes. You will have wonderful costumes. It's a parody, it's wicked, it's nasty. Quelque part, je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis un metteur en scène malgré moi. J'ai commencé par le jeu, par le travail de comédien. Et puis, au fond, à l'époque de l'atelier, les tout premiers spectacles avec Marcel Robert, avec Armène Godel, etc., on était metteur en scène à tour de rôle parce qu'il fallait quelqu'un pour prendre la responsabilité globale. Et c'est au fond comme ça que j'ai formulé de plus en plus mon travail de metteur en scène. C'est quelqu'un qui est responsable de la globalité, qui doit aussi donner l'impulsion initiale, animer dans le sens vrai du mot, donner une âme collective, mais c'est pas quelqu'un, parce que je crois qu'il y a parfois un malentendu là-dessus, qui doit savoir plus que les autres. Mais il me plaît. Au fond, je dois donner le mouvement initial, je dois ensuite commenter, être à l'écoute de ce qui se passe. Et mon projet que j'ai préparé théoriquement, seul ou avec le décorateur, avec le chef d'orchestre, il est modifié par la présence tout d'un coup du comédien ou du chanteur, qui peut tout changer. Mais je dois ensuite, au fond, canaliser ce monstre qu'est le spectacle qu'il est. Et c'est donc un travail à la fois directif et à la fois complètement à l'écoute. C'est la nécessité qui va dicter mes grands discours de tout à l'heure. Comment taire sa haine, si ce n'est en semblant aimer tout ce qu'on est, les enserrant dans des raies de malheur? Depuis longtemps, je n'ai cessé de rêver ce combat. L'instant de la victoire est enfin là. Voilà où j'ai frappé. Voici mon œuvre. Vous croyez que le théâtre peut changer le regard que les gens ont sur la société, sur le monde? Je crois que je fais partie des quelques-uns qui le croient modestement. Hein, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui entre au spectacle et n'en sort pas révolutionnaire ou complètement transformé, mais je crois que ça change. Je crois que si je ne croyais pas cela, je ferais plus ce métier. Pour moi, c'est un des moteurs principaux. Je crois qu'on peut... C'est pas comment dirais-je, en lui infligeant un message directif, mais c'est par rapport, n'est-ce pas, je dirais par rapport à l'environnement médiatique qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire où la communication, l'information se commercialise, ce qui est la pire des choses. Je pense que le théâtre a une fonction d'autant plus forte, c'est-à-dire de mettre en doute. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est en 1981, alors qu'il s'apprête à quitter le théâtre de Carouge, que François Rochet va entamer une nouvelle étape de sa carrière. En coproduction avec le Grand Théâtre de Genève, dirigé alors par Hugues Gall, il met en scène un opéra, Le Tour d'écrou de Benjamin Britten. Je suis allé voir ces spectacles et j'ai rencontré l'homme à cette occasion. Et j'ai découvert quelqu'un de rare, d'une vraie profondeur et d'une connaissance surprenante de la musique. Ça n'est pas si courant que de voir un metteur en scène et d'être lui-même musicien et lire une partition. Et je me suis dit, travaillons ensemble, faisons quelque chose. J'ai voulu commencer par une œuvre très remarquable, très difficile,
le tour d'écrou de Britten que nous avons réalisé en coproduction le Grand Théâtre et le Théâtre de Carouge. Et ce tour d'écrou a été un moment très très important. Grâce à Hugues Gall, ça a été une activité dès le départ qui était profondément ancrée dans mon travail théâtral. C'est-à-dire que en me donnant la chance de m'attaquer à l'opéra par Benjamin Britten, c'est-à-dire un compositeur qui fait du bon théâtre, avec des bons librettistes, je suis entré là-dedans vraiment... musicalement, j'étais prêt, mais très préparé aussi au point de vue théâtral. C'est-à-dire que c'était limpide. C'est venu au bon moment. Au cours des années suivantes, François Rochet va ainsi réaliser une quarantaine de mises en scène d'opéra dans le monde entier, dont une douzaine au Grand Théâtre de Genève, notamment ce Mort à Venise de Britten. Oh, I see. What you are saying, Arthur? Me make trouble. Me make trouble? I don't know what trouble is, do And I? then, Boy? I don't know what trouble is, do I, boys? And here you join the others, and you go in the group. Oh, I see. Là, parce que moi, la prochaine phrase... Exactement. C'est quand vous chantez le Serenissima Sol, ce serait amusant qu'il y ait tout d'un coup... Tout d'un coup, il les a charriés, mais il se réjouit d'aller à Venise aussi. Il y a juste un geste que je verrais un petit peu plus violent, c'est l'ouverture des cuisses, si je puis me permettre l'expression. Can you look at me a little sooner? Yes, I will. I was just... Il y a quelque chose d'un tout petit peu encore gentil. Si tu le fais avec la main, il faut que ce soit un petit peu plus. Ça paraît un tout petit peu, j'aimerais que ça puisse une sorte de chose plus... c'est un moment grossier, c'est un moment violent. Il y a le couteau ici. On avait parlé, en fait, du couteau. Oui, il s'installe. Oui, tranquillement. Mais ça, c'est tout à fait juste. Mais le moment où tu ouvres, ça devrait être tout... Si tu commences... Là, ça devrait être tout d'un coup un petit peu une chose comme ça. Après, faites attention que le mouvement, quand vous regardez, quand la tempête démarre pour la première fois, le mouvement était un peu trop lourd, à mon sens, maintenant. Il est devenu trop grand. C'est juste une petite chose, on regarde, et ensuite il y a le grand mouvement. Hein? Et puis ça, c'est le genre de mouvement, forcément, on l'a pas fait depuis quelques jours, alors on est un peu prudent. Vous l'aviez trouvé, la dernière fois qu'on l'avait fait, on avait quelque chose de beaucoup plus dense et de beaucoup plus... plus dur, plus âpre. Hein? Il faut vraiment que tout d'un coup, il y ait une sorte de... Je vous rappelle, incendie dans un cinéma, la panique. Il faut qu'on ait ce sentiment. Je ne le connaissais pas, mais j'avais vu une chose formidable de lui, c'était le tour d'écrou qu'il avait fait à Genève, et j'avais été emballé. Donc quand Hugues Gall m'a demandé de faire Così et qu'il m'a dit que c'était François Rochet, j'étais ravi. Bon, mais après, donc il y a eu le travail, et puis ça a été un travail fantastique, parce que non seulement il est très, très attaché à la partition, et il sait très bien que, comme lui fait aussi du théâtre parlé, qu'il a beaucoup plus de liberté quand il fait une pièce parlée que quand il fait une pièce musicale, où, j'exagère un peu maintenant, les 75% de la mise en scène sont déjà faits par le compositeur. Mais il sait la difficulté de ce que c'est certaines parties où c'est difficile à chanter. Donc c'est pas lui qui va demander à une cantatrice, quand elle a les choses les plus difficiles à chanter, de faire un salto mortal ou bien de chanter ça à plat ventre. Il veut surtout pas que les chanteurs soient dans une situation où tout d'un coup ils doivent penser trop à leur technique parce qu'ils sont dans une position fausse.
J'ai connu beaucoup de mauvais metteurs en scène. Les bons, je les compte sur le sein doigt. Et lui fait en tout cas partie de ces bons. C'est quelqu'un qui a, avec les chefs d'orchestre, les chanteurs, les choristes, un contact très rare, d'une connivence totale, parce qu'il s'appuie avant toute chose sur le texte musical. Alors, il y en a d'autres qui le font. Ce qui caractérise lui, c'est que cette intelligence du texte musical ne se traduit que par des images intelligentes. François est tout sauf un fasciste de la mise en scène. Il y a des gens qui arrivent là, vous imposent telle vision, qui exigent, sans beaucoup de raison, raisonnée ou raisonnable. Lui, ça n'est pas du tout son cas. Quand on fait de l'opéra, il ne faut pas oublier à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'on vient au cœur de la bourgeoisie, si c'est de la haute bourgeoisie. C'est Guevara qui disait qu'il fallait attaquer le monstre dans son cerveau. Et quelque part, je me dis que c'est un lieu de scandale aussi, c'est un lieu de contradiction aussi, l'opéra. C'est-à-dire que si je prends l'histoire de la Traviata, ou de Così fan tutte, ou de Tristan, et que je la raconte à ma manière, concrètement, à partir du texte, mais pas à partir d'un décorum et de son de voix, mais à partir du sens. Par exemple, ce qui est apparu, je crois, depuis maintenant une quinzaine d'années, les surtitres changent aussi le public, parce que tout d'un coup, c'est pas des histoires comme ça mystiques, c'est des histoires très concrètes. Et quand on fait cela, alors on provoque soit des scandales, ça m'est arrivé souvent avec Wagner surtout, où tout d'un coup il y a une réaction parce que tout on se met à penser, on raconte une histoire qui signifie, et ça dérange. On ne peut plus traiter la musique comme de la religion. Dans chacune de mes productions importantes, il y a eu le moment Rendez vache. Mais je le fais toujours avec un extraordinaire respect pour l'original. C'est-à-dire que ce n'est pas la tradition qui m'intéresse, c'est la source. Et je suis stupéfait, chaque fois qu'on revient à la source, on est considéré comme un traître. C'est un peu paradoxal. Alors ça a duré une année. Ce qui était intéressant, c'est qu'après, le public a changé. On a eu un public beaucoup plus jeune. Et après, on a eu des ovations. En fait, une fois de plus, il y a eu débat, et ça, c'était extrêmement vivant. Ça m'a frappé quand j'ai monté des choses comme Péléas ici, avec ou Mort à Venise, avec une générale pleine de gens, d'enfants de 14 à 16, 17 ans. Ça, c'était le nouveau public, et je pense que ce public-là, il ne serait peut-être pas revenu après si ça avait été une sorte de bel canto traditionnel. Donc il y a une sorte de double mouvement, et à la fois de création d'un nouveau public, je dirais, dans les limites, effectivement, d'une institution qui est lourde par son décorum, par les prix des places, et puis la possibilité aussi de changer peut-être aussi ce public. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail et sur la scène et dans la salle. J'ai eu une chance tellement folle. J'ai monté
les grands Verdi, les grands Wagner, j'ai monté aussi Stravinsky. Donc maintenant, c'est vrai que si c'est un opéra contemporain, si c'est L'écume des jours de Denisov, tout de suite. Pas le répertoire. Le répertoire, moi. J'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour. Alors, c'est vrai que d'avoir toujours un Mozart comme ça en projet, c'est agréable, mais disons que c'est pas essentiel. Tout ce qui, pour moi, est nouveau et me force à me remettre en question m'intéresse. Tout ce qui ressemble à quelque chose dont j'ai l'impression que j'ai déjà fait, je trouve que maintenant la vie est trop courte. J'ai toujours conçu les départs pour revenir. Et quand on revient, on est riche de cette expérience et surtout on a juste cette sorte de petit effet de distance ou d'étrangeté qui fait qu'on regarde notre réalité, que ce soit ses bons côtés ou ses mauvais côtés, avec plus de pertinence. La fête m'a donné l'occasion, au fond, de revenir chez moi d'une manière complètement nouvelle et inattendue. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que j'avais, au moment où on m'a proposé de faire la fête, j'avais une sorte de besoin subconscient de revenir faire quelque chose de plus fondamental et à plus longue échéance que simplement un spectacle. Votre succès dépend en partie de l'effet de surprise que nous saurons ménager aux très beaux projets que les auteurs nous préparent. Je crois que c'était la volonté de la confrérie de faire une fête de son temps. Donc on m'a encouragé, je crois que sinon je ne l'aurais pas fait, mais on m'a encouragé à faire une fête d'aujourd'hui respectueuse du passé. Et je veux dire, je continue à croire ce que les Grecs disaient déjà, c'est que si on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'avenir. Peut-être que la Fête des Vignerons, c'était pour moi une chance extraordinaire de faire un opéra qui soit fréquenté pour des raisons ataviques, par des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de personnes, mais où on pouvait présenter une fête sous forme de théâtre et de grand opéra. Je crois qu'on a aujourd'hui tellement tendance à sous-estimer le public. Je crois que le public, il est capable, et le public populaire est capable de beaucoup plus que ce qu'on lui présente dans des films américains moyens, enfin toutes ces œuvres au fond de moyenne qui ont pour but de vendre des billets. Le fait de pratiquer mon artisanat, ma profession d'homme de théâtre au milieu du peuple, avec le peuple, parce que quand on a 4500 acteurs, c'est vraiment avec toute la région, avec toutes sortes de catégories sociales, avec toutes sortes de professions, toutes sortes d'âges. Donc, je dirais que j'ai pu faire mon métier sans aucune concession. Au nord va se créer la légende, c'est-à-dire le Chœur Rouge sera directement à côté de l'orchestre, donc dirigé directement par Fabio Luisi. Au fond, il s'agissait de convaincre et de se faire convaincre. C'était ça la règle. Et il s'agissait d'entraîner. Et j'aime bien, au fond, il y avait le côté entraîneur de football, mais j'aurais aussi le côté entraîneuse, c'est-à-dire qu'il fallait séduire et offrir du plaisir. Je vous propose comme règle de jeu, moi, je vous laisse des moments où vous pouvez comme ça discuter, vous amuser, puis il y a des moments quand on dit silence, hop, on s'arrête, puis on essaye de faire des progrès. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous bougiez très très lentement en tournant sur vous-même, sans vous déplacer, comme ça. Stop! Mais personne ne se gratte. Sans bouger. Très bien. Je veux dire, mais c'est égal si vous vous trompez une fois ou l'autre. Ça joue aucun rôle, mais je crois qu'il faut aussi que vous preniez l'habitude d'écouter, et ça, cet entraînement, il sera très important. 4, 5, 6, 7, 8. La force qui s'empare de vous fait aller de plus en plus vite. Et petit à petit, vous mettez à courir.
Il avait là 4500 participants qu'il fallait motiver. Et alors, il avait ce don de persuasion et de s'adresser à chacun parce qu'il fallait les motiver. Il en a fait des acteurs figurants et non pas des simples figurants. Donc, il fallait véritablement un don de persuasion. Mais là, chaque personnage devait adopter une attitude et ils l'ont fait. Bon, on débarquait dans quelque chose qu'on ne savait pas du tout. On a dû apprendre des gestes, on a dû apprendre à crier, on a dû apprendre à... Mais toujours, il a toujours gardé le même langage de la première répétition à la dernière journée de la fête. Je crois que la scène progresse beaucoup, elle a une belle allure, donc je vous félicite et je vous remercie. C'est juste. Parce que j'ai le mal de mer. On peut dire que François Rochet a réussi à nous motiver, à nous pousser à continuer. Je crois que vraiment personne ne s'est senti découragé, a perdu l'envie pendant les répétitions. J'étais assez étonné d'ailleurs que n'importe qui, un enfant, vient lui poser une question. Il est toujours disponible alors qu'il pourrait dire écoutez, j'ai d'autres choses à fouetter. Quand on avait une récrimination ou qu'on faisait remarquer que quelque chose n'allait pas, il nous écoutait et il prenait note. Ouais, il se rappelle nos prénoms, il s'adresse à nous vraiment personnellement, disponible malgré toute la pression. C'est un grand bonhomme. C'est quelqu'un qu'on connaîtra qu'une fois dans notre vie. C'est vraiment une personne qui m'a marqué. Non, je crois qu'on a eu de la chance de connaître un monsieur comme lui. Après le 16 août, je me fais payer, attention. Pour nous, les acteurs figurants, on nous demanderait demain de recommencer. Je crois qu'on serait presque tous prêts à se rejeter à l'eau. Là, je crois que la rencontre que j'ai vécue, c'est une énorme aventure émotionnelle que j'ai vécue avec les acteurs figurants, est à peine descriptible. Je trouve que c'est quelque chose de très fort parce que j'ai le curieux sentiment, au fond, d'avoir passé une année avec 4500 individus, mais pas avec une masse de gens. Et pourtant, c'était une masse de gens. Donc il y a une sorte de rapport à la fois individuel et collectif complètement mélangé. Je me sens alors chargé d'une énergie incroyable que je soupçonnais ne pas pouvoir retrouver à l'âge que j'ai. C'est-à-dire que maintenant, je me dirais, je vivrais volontiers 10 ans de plus. Pour essayer d'investir ce que j'ai trouvé. Et puis quant à l'image de ce qu'on voit ici, et de ce qu'on voyait dès le lendemain de la fête, pour moi, ça avait la poésie et le charme de la fin d'un film de Fellini. C'est-à-dire que ça faisait aussi partie de l'aventure. Et je trouvais ça pas triste. Je veux dire, quelque chose meurt, mais ça laisse la place et on n'est pas vide, on est chargé d'énergie pour qu'autre chose renaisse. C'est vrai que je me trouve à un moment de choix, c'est-à-dire que j'ai fini une période. Et c'est vrai que maintenant, après la fête des vignerons, j'ai des choix difficiles à faire parce que ils engagent peut-être, je dirais, ma dernière période. Ou je dirais ma dernière période où j'ai l'impression que j'ai une énergie et une créativité qui est complètement encore à vif. Après, je pense que si je vis plus longtemps, je continuerai à faire des choses, mais je pense que j'ai encore l'énergie, j'ai encore la force, j'ai encore la conviction, j'ai encore l'envie de construire quelque chose, je dirais, au-delà du coup par coup, mais sur une période plus longue. Alors là, c'est vrai que c'est des choix difficiles. And it wasn't phony. Did it sound phony? Si je pouvais faire dans mon pays ce que je fais ici, je n'hésiterais pas une seconde. Ça passerait avant tout. Also to get accustomed in your head, you know, that you have other different kinds of sounds. Diriger un théâtre qui soit en rapport avec une école, qui soit en rapport avec une troupe à former, avec un travail sur le répertoire, sur l'écriture, c'est-à-dire une vision un peu plus globale. Alors, je crois que la Suisse, là, n'est pas trop petite. La question, c'est est-ce qu'il y a une place maintenant pour ça à ce moment-là, parce que c'est maintenant que ça se pose, ou pas. Quand je réfléchis au choix de ce que je pourrais faire, je crois que si je peux le faire avec des amis, des gens que j'estime, que j'aime, ça passe avant tout. Donc la qualité de vie, la qualité des rapports, je crois que la vie est trop courte. Je veux dire, moi j'ai envie de faire ça avec des gens. Il faut que le théâtre soit une histoire d'amour. Ça c'est fondamental. Thank you. Thank you. Have a good. How did it go? Very well. You were not killed? No. Good. But I have to talk to you. You have to talk to me. Okay. Good. Thank you.